Pendant 7 ans, Amélie travailla comme domestique au château bordelais du colonel Henri-François de Valmont, invisible et silencieuse comme on l'attendait d'une femme noire dans une famille aristocratique française des années 1780. Mais entre 1785 et 1789, un événement absolument impensable se produisit. Elle tomba enceinte 3 fois du colonel. Et au lieu d'être abandonnée après la première grossesse, comme ce fut le cas pour des milliers d'esclaves enceintes, Amélie transforma chaque enfant en une arme stratégique, chaque naissance en un tremplin vers le pouvoir, chaque enfant en une preuve irréfutable que le colonel avait besoin d'elle. 3 enfants en 4 ans, 2 filles et un garçon, tous métis, tous incontestablement siens. Et avec la naissance du 3e enfant en 1789, en pleine Révolution française, Amélie accomplit l'impossible. Elle devint Madame de Valmont, l'épouse légitime de l'aristocrate, maîtresse du château où elle avait été détenue, mère de 3 héritiers légitimes reconnus. Cette transformation scandalisa non seulement Bordeaux, mais toute la région environnante, les villages voisins, les ports de commerce et même Paris lorsque la nouvelle parvint à leurs oreilles. Elle créa un précédent juridique qui menaça les structures coloniales françaises et donna naissance à 3 enfants métis qui défièrent toutes les catégories raciales sur lesquelles la société s'appuyait pour maintenir l'ordre. Abonnez-vous dès maintenant, car ceci n'est pas une histoire d'amour triomphant, mais celle d'une femme d'une intelligence hors du commun qui utilisa sa fertilité comme une arme, la maternité comme une stratégie militaire et le chaos révolutionnaire comme un tremplin vers le pouvoir qu'aucune femme noire n'aurait jamais dû emprunter dans la France du XVIIIe siècle. Dites-nous d'où vous nous regardez. Ceci est une histoire vraie, basée sur des documents conservés aux archives bordelaises, qui racontent l'histoire d'une famille qui n'aurait jamais dû exister, mais qui a bel et bien existé, bouleversé toute la région et changé Bordeaux à jamais. Amélie naquit en 1765 en Martinique, dans une plantation de canne à sucre située sur les collines escarpées près de Fort-de-France. Fille d'une mère esclave, décédée d'épuisement et de malnutrition 3 semaines seulement après un accouchement difficile, et d'un père inconnu, probablement l'un des contremaîtres blancs et brutaux de la plantation, compte tenu de sa peau nettement plus claire que celle des Africains de souche travaillant dans les champs, son teint ambigu la désigna dès sa naissance comme mulâtresse. Une catégorie que la société coloniale considérait à la fois comme fascinante et profondément dangereuse. Ni assez noire pour être automatiquement déshumanisée, ni assez blanche pour espérer une véritable intégration sociale. Elle vécut dans un douloureux entre-deux racial qui la rendait exotique aux yeux des colons blancs, mais aussi menaçante, car les mulâtres étaient considérés comme plus intelligents que les Africains de souche, donc plus enclins à la rébellion, plus difficiles à contrôler et plus dangereux pour la stabilité du système. À 14 ans, alors que son corps commençait à développer des courbes qui attirèrent l'attention dangereuse des contremaîtres, elle fut vendue pour 380 livres à un négrier spécialisé dans la marchandise domestique de qualité, un euphémisme cynique pour désigner de jeunes et jolis esclaves destinés au foyer aristocratique plutôt qu'aux travaux forcés des champs. Le négrier l'amena illégalement en France métropolitaine, violant d'anciens édits royaux qui, en théorie, interdisaient l'esclavage sur le sol français, mais qui étaient systématiquement ignorés par les autorités lorsque de riches aristocrates employaient des domestiques d'origine coloniale. Elle passa entre les mains de 3 maîtres différents et brutaux pendant 3 années d'agonie. D'abord un petit avocat à Nantes, qui l'utilisait principalement comme domestique, mais qui la violait parfois lorsqu'il était ivre et que sa femme était absente. Puis un négociant en vin violent à Lyon, qui la traitait avec une brutalité calculée et la prêtait fréquemment à ses associés comme divertissement pour conclure des affaires. Finalement, un petit noble endetté de Dijon la vendit rapidement lorsque sa femme jalouse découvrit qu'il l'utilisait et menaça de provoquer un scandale public dévastateur.
Chaque transaction laissait des traces profondes, non seulement des cicatrices physiques sur ses épaules, dues au port de lourdes charges, ou sur son dos, suite à des coups de fouet occasionnels, mais aussi des blessures psychologiques qui s'aggravaient à chaque vente, à chaque nouveau maître, à chaque rappel brutal qu'elle n'était qu'une marchandise humaine, sans droit, sans voix, sans valeur autre que son utilité pour autrui. Chaque maître lui enseignait de nouvelles techniques de survie. Comment se faire totalement invisible aux besoins, comment anticiper les besoins et les désirs avant même qu'ils ne soient exprimés pour éviter les punitions. Comment ne jamais croiser le regard de quelqu'un qui pourrait être interprété comme de l'insolence? Comment exister essentiellement comme une ombre silencieuse et efficace, assurant le bon fonctionnement des foyers aristocratiques sans heurter la conscience délicate de leur propriétaire. En 1782, à 17 ans, déjà profondément marquée par son passé, elle fut vendue au colonel Henri-François de Valmont pour 600 livres, le prix moyen d'une jeune esclave domestique en bonne santé et d'une beauté considérée comme agréable selon les critères européens. Le colonel, veuf de 42 ans, avait perdu son épouse aristocrate 5 ans plus tôt, emporté par la fièvre puerpérale peu après un accouchement traumatique qui avait également coûté la vie à son enfant, le laissant sans héritier et profondément amer. Officier militaire très respecté, vétéran décoré des brutales campagnes militaires menées en Amérique durant la guerre de 7 ans, il était l'héritier d'une fortune considérable, bâtie grâce à 3 générations de commerce florissant de vins de Bordeaux et d'investissements stratégiques dans des plantations coloniales extrêmement rentables à Saint-Domingue, productrice de sucre et de café. Son imposant hôtel particulier du prestigieux quartier des Chartrons à Bordeaux était un symbole incontestable de richesse durable et établie. 4 étages d'une élégante architecture néoclassique, 30 pièces spacieuses, luxueusement décorées de tapisseries flamandes de grande valeur et de meubles finement ouvragés importés de Paris et d'Italie. Des jardins élaborés et méticuleusement entretenus avec des fontaines de marbre importées d'Italie et des topiaires raffinées, soignées par 3 jardiniers à plein temps. Des écuries bien équipées pour 18 chevaux arabes de pure race que Valmont montait rarement, mais qu'il gardait uniquement pour afficher son statut social. C'était une maison qui proclamait sans détour « Ici vit un homme de pouvoir, de richesse et d'importance incontestable ». Amélie était affectée aux tâches domestiques générales et épuisantes. Nettoyer 30 pièces par jour, servir tous les repas avec une précision militaire, laver à la main des montagnes de vêtements et de linge, polir toute l'argenterie chaque semaine jusqu'à ce qu'elle brille de 1000 feux, alimenter les cheminées en charbon, vider les pots de chambre le matin, autant de tâches invisibles et incessantes qui permettaient à la grande maison aristocratique de fonctionner avec une efficacité parfaite et d'assurer un confort absolu à son maître. Elle était l'une des 12 esclaves domestiques que Valmont entretenait, un nombre relativement modeste comparé à certains aristocrates bordelais extrêmement riches qui possédaient 20, 30 voire 40 esclaves, mais certainement suffisant pour afficher un statut social approprié et faire tourner la grande maison sans que le maître ait besoin de voir, ni même de penser consciemment au travail invisible qui garantissait son confort quotidien. Pendant les 2 premières années, de 1782 à 1784, le colonel Valmont prêta à peine attention à l'existence d'Amélie en tant qu'individu. Elle était pour lui un objet fonctionnel, un instrument utile, un élément du mobilier. Valmont considérait les esclaves comme une catégorie indifférenciée, et non comme des personnes distinctes dotées d'un nom, d'une histoire personnelle et d'une humanité. Pour lui, comme pour la plupart des propriétaires terriens aristocrates, les esclaves étaient des investissements économiques dont la rentabilité était impérative. Amélie apprit rapidement tous les codes, les routines et les attentes rigides de la maison. Se lever invariablement à 5 heures du matin, alors que le ciel était encore d'une nuit noire, préparer avec soin l'eau du bain du colonel,
en transportant de lourds seaux depuis les cuisines à 6 heures précises, servir un petit déjeuner copieux composé de pain frais, de fromage fin et de confitures importées à 7 heures précises, sans faute, nettoyer minutieusement ses appartements privés pendant qu'il était occupé par d'importants engagements militaires ou de lucratives réunions d'affaires, aider à préparer un dîner élaboré à plusieurs plats avec les autres esclaves dans les cuisines, servir dans un silence absolu et respectueux, nettoyer méticuleusement ensuite, et enfin s'effondrer de sommeil à 10 heures dans les quartiers d'esclaves exigus et inconfortables qu'elle partageait avec 5 autres esclaves épuisés. C'était une routine immuable, une existence prévisible d'invisibilité fonctionnelle et d'épuisement perpétuel. Son existence n'était pas pire que dans les maisons où il avait travaillé auparavant. En réalité, Valmont n'était ni particulièrement cruel, ni sadique, comparé à d'autres maîtres qu'il avait bien connus. Il battait rarement ses esclaves par plaisir, payait généralement les soins médicaux de base lorsqu'ils tombaient malades, car ils représentaient un investissement précieux qu'il se devait de protéger, et les ignorait la plupart du temps, tant qu'ils fonctionnaient correctement. C'était de l'indifférence plutôt que de la cruauté active, ce qui, d'une certaine manière, était une forme de clémence. Mais en 1784, une pression familiale intense changea fondamentalement et irréversiblement la donne. La sœur du colonel, Madame Geneviève de Beaumont, femme redoutable et déterminée, arriva de Paris avec des nouvelles alarmantes et un ultimatum familial. Les proches pressaient de plus en plus Valmont de se remarier et de donner enfin un héritier légitime. Il avait 44 ans, une santé relativement bonne, mais n'avait pas d'enfant légitime et aucune perspective réaliste d'en avoir s'il continuait à éviter le mariage. S'il mourait sans descendance légitime, sa fortune considérable, estimée à environ 1/2 million de livres, comprenant de vastes propriétés, des placements lucratifs et d'importants comptes bancaires, serait inévitablement partagée entre des neveux éloignés qu'il méprisait ouvertement, les considérant comme des parasites incompétents, des dépensiers irresponsables et indignes de la fortune que sa famille avait bâtie au prix de générations de dur labeur. Henri François, insista sa sœur avec véhémence durant un dîner tendu et gênant qu'Amélie servait en silence, totalement invisible, tandis que les aristocrates discutaient de délicates affaires familiales. Tu as absolument et urgemment besoin d'un héritier légitime. Et pour cela, il te faut inévitablement une épouse. Tu ne peux te soustraire à cette responsabilité familiale sacrée. Nos parents ont bâti cette impressionnante fortune grâce à 3 générations de sacrifices et de labeur. Tu ne peux tout simplement pas permettre qu'elle soit dilapidée par des cousins idiots qui n'ont jamais travaillé un seul jour de leur vie inutile. Mais Valmont était confronté à un problème fondamental et profond qui compliquait considérablement la solution pourtant évidente. Il trouvait les femmes de son propre rang social, pourtant élevées, absolument insupportables au quotidien. Une épouse aristocrate impliquait inévitablement une famille intrusive qui s'immisçait constamment dans sa vie privée et ses décisions personnelles, des attentes sociales fastueuses et épuisantes, exigeant une présence constante à des bals ennuyeux et des dîners superficiels, remplis de commérages futiles, des demandes incessantes d'attention émotionnelle, des divertissements coûteux et des flatteries auxquelles il n'avait ni la patience ni l'envie de se prêter. Son premier mariage avait été profondément malheureux précisément pour ces raisons. Une épouse qui se plaignait sans cesse de tout, une belle famille manipulatrice qui s'ingérait dans ses investissements pour les orienter exclusivement au profit de sa famille. Un cercle social étouffant qui exigeait une présence constante à des événements que Valmont jugeait superficiels, vides et d'immenses pertes de temps. Il ne voulait absolument pas revivre cette expérience traumatisante pour rien au monde, même au prix exorbitant de mourir sans héritier légitime. C'est précisément durant cette longue période de pression familiale croissante et de résistance personnelle obstinée que le colonel Valmont remarqua enfin Amélie comme une personne à part entière, pour la première fois en 2 ans. C'était un soir froid d'octobre 1784.
Elle servait un dîner solitaire qu'il prenait seul dans une impressionnante bibliothèque, entourée de centaines de volumes reliés cuir qu'il lisait rarement, mais qu'il conservait pour impressionner les visiteurs. Elle se déplaçait avec une grâce silencieuse autour de la table polie, ajoutant du vin rouge coûteux et débarrassant la table. Il l'observa, véritablement observé, avec une attention soutenue et consciente, pour la première fois en 2 ans. Elle avait maintenant 19 ans, avec des traits délicats et harmonieux, un visage mêlant héritage africain et européen d'une manière que la société coloniale qualifiait de exotique et de fascinante. Ses mouvements, d'une grâce et d'une efficacité extraordinaires, étaient le fruit d'années d'entraînement rigoureux, parfois violents, à ne jamais déranger ni attirer l'attention inutilement. Et surtout, pour l'avenir, elle possédait cette rare capacité d'invisibilité parfaitement maîtrisée que les femmes esclaves développaient comme un mécanisme de survie absolument essentiel. C'était comme si elle pouvait littéralement se fondre dans le décor quand il le fallait, présente mais invisible. Ce soir-là, après avoir terminé son repas et sa 3e bouteille d'exceptionnel Bordeaux, tout en ruminant le problème apparemment insoluble d'un héritier nécessaire et d'un mariage non désiré, Valmont l'appela brusquement alors qu'elle débarrassait silencieusement la table. « Vous, là-bas, quel est votre nom exactement ?» Amélie garda les yeux soigneusement baissés, conformément à son entraînement rigoureux. « Amélie, monsieur le colonel. Amélie, quel âge ?»« 19 ans, monsieur. »« Origine. La Martinique, monsieur. J'ai été amené en France il y a 5 ans. L'éducation, sais-tu lire, écrire, connaître les chiffres? Non, monsieur. » C'était un mensonge soigneusement calculé. Elle avait secrètement appris à lire en observant avec obsession des précepteurs enseigner aux enfants dans ses précédents foyers, en s'exerçant sans relâche avec des journaux jetés qu'elle volait et cachait, mais les esclaves alphabétisés étaient universellement considérés comme une menace potentielle sérieuse et étaient souvent vendus à titre de punition à des plantations coloniales éloignées où l'éducation n'avait aucune importance et où l'espoir mourait. Quel dommage! De l'intelligence gaspillée inutilement. Il marqua une longue pause, l'observant avec un intérêt nouveau, précis et intense qui fit retentir toutes les alarmes de survie dans la tête d'Amélie. Elle connaissait très bien ce regard. Elle en avait déjà vu des variantes chez d'autres messieurs. « Venez dans mes appartements privés dans 1 heure exactement. J'ai besoin de vous ce soir. » Amélie obéit, le cœur battant la chamade, sous l'effet d'une peur qu'elle connaissait douloureusement bien pour l'avoir vécue à maintes reprises. Elle savait exactement ce que signifiait cette convocation nocturne et privée. Elle l'avait déjà subie avec 2 maîtres, y avait survécu, mais en gardait des cicatrices. Et elle avait parfaitement raison. Le colonel Valmont l'avait abusée sexuellement cette nuit-là, non pas avec une violence particulière ou un sadisme délibéré, mais sans la moindre considération pour son consentement, son confort physique ou son état émotionnel. Elle était sa propriété légale, un objet qu'il possédait entièrement en vertu de la loi française. Le consentement n'était tout simplement pas un concept pertinent ou applicable dans la relation fondamentale maître-esclave. Amélie fit automatiquement ce qu'elle faisait toujours lors de ses violations. Elle se dissocia mentalement et émotionnellement, enferma et scella la partie vulnérable de son esprit dans un compartiment séparé et isolé, laissant son corps réagir mécaniquement, tandis que sa véritable conscience flottait sur la défensive, quelque part au loin, dans un brouillard, un refuge où la douleur physique et l'humiliation psychologique ne pouvaient l'atteindre. C'était une compétence de survie absolument vitale que les femmes esclaves développaient à force de répétitions douloureuses ou au prix de leur mort. Mais un événement véritablement inhabituel et totalement inattendu se produisit après le viol. Au lieu de la renvoyer immédiatement et sans ménagement, comme le faisaient invariablement ses précédents maîtres, après avoir terminé leur travail, l'avoir habillée à la hâte et l'avoir froidement congédiée comme un objet usagé, le colonel Valmont lui adressa la parole. Il lui offrit du vin, ce qui était absolument choquant et sans précédent.
Il lui demanda précisément d'où elle venait en Martinique, si elle se souvenait de sa vie là-bas avant l'esclavage. Combien de maîtres différents elle avait eu en France métropolitaine, s'il l'avait fait travailler dur ou raisonnablement, et ce qu'elle pensait des différentes maisons où elle avait travaillé. Ces questions étaient étranges et profondément déconcertantes, comme s'il était sincèrement curieux des expériences vécues et du point de vue personnel de cette personne qu'il possédait légalement. Amélie, encore sous le choc du viol qu'elle venait de subir et s'adaptant au passage brutal et déstabilisant de la violence sexuelle à une conversation presque normale, répondit par monosyllabes prudents et mesurés, formulant toujours ses réponses avec soin, pour ne pas offenser ni paraître critiquer implicitement le traitement qu'elle avait subi. « Vous faites preuve d'intelligence », observa Valmont pensivement tout en s'habillant pour partir. « Je le vois clairement dans vos yeux et dans votre façon de répondre, nettement plus intelligent que la grande majorité des esclaves que vous avez possédés au fil des ans. C'est fort intéressant. » Amélie ne répondit pas, car il n'y avait tout simplement pas de réponse appropriée à une remarque aussi ambiguë. Nier son intelligence reviendrait à insulter implicitement son jugement. La confirmer serait une présomption extrêmement dangereuse. « Vous reviendrez demain soir à la même heure précise, » dit-il fermement. Ce n'était ni une question, ni une demande, ni une invitation, c'était un ordre direct et sans équivoque. Et le lendemain soir, également, et régulièrement par la suite, indéfiniment. Cet arrangement sera permanent tant que je le souhaiterai. Comprenez-vous parfaitement? Oui, monsieur le colonel, je comprends parfaitement. Ainsi s'établit un arrangement régulier qui allait durer des mois décisifs. Pendant 6 mois intenses, d'octobre 1784 à mars 1785, Amélie était convoquée 3 soirs par semaine dans les appartements privés et luxueux du colonel, parfois 4 lorsqu'il se sentait particulièrement seul, agité ou perturbé. Le rituel était immuable. Il avait des relations sexuelles avec elle pendant 20 ou 30 minutes, sans tendresse ni brutalité particulière, puis s'entretenait longuement avec elle pendant 1 heure, souvent 2, voire 3 heures lorsqu'il avait beaucoup de choses en tête et ressentait le besoin de les exprimer. Il parlait longuement de la situation politique complexe et instable, les tensions commerciales et militaires croissantes entre la France et l'Angleterre au sujet des lucratifs enjeux coloniaux, les problèmes administratifs dans les possessions américaines après la récente et traumatisante indépendance des États-Unis, l'incompétence choquante et le gaspillage scandaleux de la cour de Versailles qui, systématiquement, saignait à blanc les trésors royaux. Il a longuement évoqué ses profondes frustrations familiales, des neveux parasites qui le harcelaient sans cesse pour éponger leurs dettes de jeu et financer leur train de vie extravagant, une sœur intrusive qui ne respectait ni ses affaires ni ses décisions personnelles et remettait tout en question, des cousins qui avaient dilapidé leur fortune héritée dans des jeux et des placements hasardeux et qui, à présent, convoitait sa propre fortune considérable dans l'espoir d'en hériter. Il a parlé à maintes reprises de la solitude profonde, existentielle et presque philosophique que lui inspirait son rang social élevé, un homme incontestablement riche et respecté, mais totalement dépourvu de véritables amitiés et de liens humains authentiques, constamment entouré de flatteurs sans scrupules, en quête de faveurs et d'opportunistes calculateurs, qui ne voyaient que sa richesse et ses relations, sans aucun véritable ami ni confident à qui se confier en toute intimité. Et peu à peu, à sa grande surprise, d'une manière dont lui-même ne semblait pas pleinement conscient, ni saisir toutes les implications, le colonel Valmont commença à solliciter activement l'avis d'Amélie sur des questions professionnelles et personnelles, d'une importance capitale. « Que pensez-vous sincèrement, Amélie? Devrais-je investir davantage de capitaux dans les plantations de Saint-Domingue, où les rendements financiers sont extraordinairement élevés, mais où les risques politiques augmentent considérablement, les révoltes d'esclaves étant de plus en plus fréquentes et violentes, où serait-il plus prudent et judicieux de diversifier mes investissements? Ou encore, ma sœur insiste absolument pour que j'épouse une riche veuve issue d'une famille
d'entrepreneurs lyonnais bien établis, qui m'apporteraient des relations politiques et commerciales extrêmement précieuses. Pensez-vous, à votre avis, que les mariages d'intérêt conclus uniquement par intérêt économique et social soient viables et durables à long terme? Amélie comprit rapidement, forte de son instinct de survie aiguisé par des années passées à naviguer entre les dangers mortels de l'esclavage, qu'elle se trouvait dans une situation extraordinairement périlleuse, mais potentiellement porteuse d'opportunités qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Si le colonel recherchait véritablement non pas un simple soulagement sexuel mécanique, mais une véritable compagnie intellectuelle stimulante et une reconnaissance émotionnelle, une réelle brèche existait, infime, étroite, précaire et dangereuse, certes, mais bien réelle. Une fissure microscopique dans le mur apparemment impénétrable qui séparait le maître absolu de l'esclave, totalement impuissante. Une possibilité infinitésimale, mais bien réelle, d'exercer une influence véritable. Elle commença alors, avec une extrême prudence, à répondre à ces questions, y apportant de plus en plus de substance et une réelle profondeur d'analyse, formulant toujours ses opinions avec humilité et sur la défensive, comme les pensées d'une servante ignorante qui peut se tromper complètement et monsieur en sait certainement infiniment plus, mais faisant preuve d'une intelligence et d'une perspicacité analytique qu'elle dissimulait habituellement avec rigueur par pure sécurité. Lorsqu'il mentionna nonchalamment un problème commercial précis et coûteux concernant une cargaison entière de grands crus d'exception, arrivés des vignobles du Médoc complètement gâtés, aigres et invendables, représentant une perte financière colossale de plusieurs milliers de livres, elle suggéra timidement que les barriques étaient peut-être entreposées dangereusement près d'une source de chaleur excessive, dans les cales du navire durant les longs transports, car une chaleur prolongée et excessive ruinait le vin rapidement et irrémédiablement. Il vérifia soigneusement auprès du capitaine du navire, constata qu'elle avait vu juste, avec une précision et une efficacité impressionnantes, corrigea immédiatement le problème structurel et s'épargna ainsi d'importantes pertes futures. Lorsqu'il se plaignit, de plus en plus frustré du directeur de ces vastes domaines, qui semblait commettre constamment des erreurs coûteuses et inexplicables, elle remarqua, d'un ton désinvolte, avoir observé certaines incohérences mathématiques particulières et étranges dans des documents financiers détaillés qu'elle avait aperçus par hasard en faisant le ménage dans son bureau. Des chiffres qui, tout simplement, ne correspondaient pas et n'avaient aucun sens logique lorsqu'on les comparait attentivement entre différents documents. Il a mené une enquête approfondie, à partir de cette observation apparemment anodine, a mis au jour un système de détournement de fonds massif et systématique qui durait depuis des années, a immédiatement congédié le directeur et est parvenu à récupérer une part importante des fonds volés par voie judiciaire. Le colonel Valmont commença peu à peu à accorder autant d'importance à ces longues conversations et consultations informelles, voire plus, qu'à la satisfaction sexuelle mécanique qui les précédait régulièrement. Il se mit à solliciter de plus en plus explicitement l'avis détaillé d'Amélie sur des décisions commerciales complexes et importantes, ainsi que sur des questions personnelles extrêmement sensibles. Et surtout, un changement subtil mais profondément significatif s'opéra progressivement dans sa façon de la voir, de la traiter et de penser à elle. Il ne s'agissait pas d'une transformation complète, d'un objet à son égal, ce qui serait évidemment socialement impossible, mais d'une véritable évolution, passant d'un simple objet utile à une personne à part entière, avec ses propres pensées, ses points de vue précieux et son humanité indéniable. Ce changement, subtil mais extrêmement significatif compte tenu des circonstances, était d'autant plus remarquable qu'il avait commencé à l'appeler systématiquement Amélie, au lieu de termes génériques déshumanisants comme « tu »,« esclave » ou « du fille ». Il se mit à lui demander, avec une préoccupation sincère et apparente, si elle allait bien lorsqu'elle paraissait visiblement fatiguée, pâle ou malade.
Il commença à remarquer ces moments de silence ou de repli sur soi inhabituels et à lui demander si quelque chose la tracassait. De petites attentions qui ne changeaient en rien la réalité juridique fondamentale selon laquelle elle restait sa propriété, mais qui créaient un espace étroit, fragile et précaire, où quelque chose au-delà de la domination pure, brutale et unilatérale pouvait commencer à exister. En mars 1785, Amélie comprit avec une certitude grandissante, puis absolue, qu'elle était enceinte pour la première fois. Les signes physiques étaient de plus en plus indéniables et impossibles à ignorer. Des nausées matinales intenses et invalidantes qu'elle pouvait à peine dissimuler aux autres esclaves, une sensibilité extrême et douloureuse de ses seins gonflés, une absence totale et prolongée de menstruation pendant 2 mois consécutifs, puis 3. Elle sut immédiatement et avec une clarté absolue qu'elle se trouvait à un tournant crucial, décisif et potentiellement fatal, qui déterminerait non seulement les mois à venir, mais littéralement le reste de son existence. Les grossesses d'esclaves provoquées par un maître se terminaient généralement, presque invariablement et de façon prévisible, de l'une des 3 manières socialement établies. Un avortement forcé et brutal, pratiqué à l'aide d'herbes extrêmement dangereuses et selon des procédures brutales qui entraînaient souvent la mort de la mère et du fœtus. La vente extrêmement rapide de l'esclave enceinte, devenue gênante, à une plantation coloniale éloignée et brutale où l'enfant naîtrait inévitablement et mourrait presque certainement en bas âge de maladie, de malnutrition ou des suites de l'accouchement sans aucune reconnaissance paternelle. Ou dans des cas extrêmement rares où le maître se sentait particulièrement généreux, coupable ou capricieux, l'enfant naissait automatiquement esclave, propriété légale du maître, et peut-être, qui sait, s'il conservait de l'intérêt et de la faveur des décennies plus tard, lorsque l'enfant était devenu un adulte utile, serait-il finalement affranchi par un caprice tardif et arbitraire. Absolument aucune de ces options établies, attendues et pratiquement garanties n'offrait à Amélie ce qu'elle osait désormais, pour la première fois de sa vie brutale d'esclavage et de survie, désirer consciemment, rechercher activement, et pourquoi elle se battait, une liberté réelle et permanente, une sécurité économique véritable et durable, et la dignité humaine fondamentale d'être reconnue légalement et socialement comme un être humain à part entière, doté de droits inaliénables, et non comme une simple propriété jetable. Elle prit donc la décision consciente, calculée et extraordinairement risquée de tenter le pari le plus impossible et potentiellement suicidaire de toute sa vie. Elle attendit patiemment et stratégiquement d'avoir la certitude médicale absolue et incontestable de sa grossesse, 3 mois complets, lorsque son ventre commença à se voir nettement, même sous ses vêtements amples et dissimulants, lorsqu'il n'y avait plus aucune possibilité d'erreur ou de déni. Elle attendit patiemment d'avoir méticuleusement analysé l'humeur et l'état d'esprit de Valmont, avec une précision quasi obsessionnelle, choisissant avec le plus grand soin une nuit où il semblait détendu et serein, mais parfaitement sobre, alerte et concentré, où il paraissait disposé à une conversation profonde sans pour autant être visiblement épuisé, irrité ou impatient. Puis, lors d'une de leurs séances nocturnes habituelles, stratégiquement après l'amour, mais surtout avant qu'il n'entame une conversation banale, elle lui révéla la vérité explosive d'une voix qu'elle contrôlait soigneusement pour rester calme. « Monsieur le colonel », commença-t-elle d'une voix basse mais ferme, une voix qu'elle n'avait plus utilisée en 3 ans, « je dois vous informer de quelque chose d'extrêmement important et lourd de conséquences qui nous affectera profondément tous les deux. Je suis enceinte de 3 mois environ. L'enfant est incontestablement et sans équivoque le vôtre. » Le colonel Valmont resta immobile, un verre de vin figé à mi-chemin de ses lèvres, le corps tout entier tendu par un choc viscéral. Pendant de longues secondes qui lui parurent une éternité, il ne dit absolument rien, se contentant d'assimiler des informations totalement inattendues et d'en calculer frénétiquement les implications et les complications. Finalement, d'une voix extrêmement maîtrisée, « En êtes-vous absolument sûr ?
Complètement sûr, sans le moindre doute? 3 mois de certitude médicale, monsieur. Les signes physiques sont absolument indubitables et parfaitement cohérents. Et il n'y a aucun autre homme qui puisse être le père biologique. Vous le savez parfaitement et sans aucun doute, je suis votre propriété légale, je vis sous surveillance quasi constante dans cette maison sous contrôle, je n'ai absolument aucun contact privé ou intime avec un autre homme que vous. La paternité est totalement indiscutable et incontestable. Un silence pesant s'installa tandis que Valmont pesait le pour et le contre. « Je comprends parfaitement la situation », finit-il par dire avec une extrême prudence. « Que voulez-vous exactement que je fasse? Financer discrètement un avortement en toute sécurité? J'ai des contacts fiables et discrets avec des sages-femmes expérimentées qui pratiquent ce genre d'intervention avec un niveau de sécurité raisonnable, lorsque cela est absolument nécessaire. » « Non, monsieur. » Amélie prit une très profonde inspiration, remplissant ses poumons à ras-bord, se préparant mentalement et émotionnellement au plus grand risque de sa vie. « Je veux que vous reconnaissiez officiellement et publiquement l'enfant, comme votre descendant biologique légitime, comme l'héritier légitime, jouissant de droits légaux complets sur une part substantielle de votre fortune considérable. » Le colonel Valmont éclata d'un rire sonore et brusque, non pas d'un rire sincère, mais d'une incrédulité et d'un choc profond. « C'est totalement impossible, absolument impossible, juridiquement et socialement. Un enfant né d'une esclave ne peut, en aucune circonstance imaginable, être un héritier légitime et avoir des droits légaux. Le droit français est parfaitement clair, explicite et incontestable sur ce point. Même la reconnaissance paternelle la plus formelle ne change rien à son statut juridique fondamental. L'enfant naîtrait automatiquement esclave aux yeux de la loi, ma propriété légale, tout comme vous l'êtes actuellement. Le droit français, dit Amélie avec une extrême prudence, choisissant et pesant chaque mot comme si elle naviguait dans un champ de mine où un faux pas serait fatal, comporte certaines ambiguïtés et flexibilités documentées dans des domaines juridiques spécifiques. Surtout pour des hommes de votre rang social très élevé, de vos ressources financières considérables et de vos relations politiques étendues et influentes. Et il existe des précédents historiques, certes rares et controversés. Valmont se pencha brusquement en avant, visiblement curieux malgré son incrédulité profonde. Expliquez-moi exactement et très précisément ce que vous proposez, dans les moindres détails. Et Amélie expliqua, avec une clarté et une organisation impressionnantes qui démontrèrent qu'elle avait méticuleusement et obsessionnellement réfléchi à chaque détail, un plan d'une complexité extraordinaire qu'elle élaborait et peaufinait avec acharnement depuis l'instant précis où sa grossesse lui avait été confirmée sans l'ombre d'un doute. Ce plan était d'une complexité extraordinaire et intimidante, nécessitant de multiples démarches juridiques soigneusement coordonnées et reposant entièrement sur la volonté de Valmont de défier des conventions sociales extrêmement rigides, d'une manière que la société aristocratique jugerait scandaleuse et potentiellement destructrice. Mais techniquement et juridiquement, il était parfaitement possible, grâce aux failles obscures, aux ambiguïtés et aux rares précédents historiques du système juridique français, d'une complexité extrême. Et c'est ainsi que commença un voyage impossible, un voyage qui allait faire passer Amélie d'esclave à maîtresse grâce à 3 enfants stratégiques qui allaient tout changer.